L'un des enjeux évoqués à l'instant dans la table ronde, c'est donc la connaissance des habitudes du consommateur, des habitudes qui évoluent, bien entendu, au fil du temps. Donc plus on est précis, plus on est efficace. Il faut finalement sans cesse améliorer le ciblage. Et pour nous en parler, j'invite Laurent Guillaume à venir me rejoindre. Merci de l'applaudir. Directeur général de Kantar. Soyez bienvenue. Merci. Bonjour. Alors, moi, je vais vous parler dans les 10 minutes qui viennent, 15 minutes qui viennent, de ciblage amélioré. Alors, c'est vrai qu'en tant qu'animateur des 7 sociétés Kantar évoluant en France, d'ailleurs, on en a mentionné tout à l'heure, World Panel, Kantar Media, mais aussi nous avons d'autres sociétés, comme TNS Sofres, Miroir Braun, Kantar Elf, Kantar Public, enfin, je ne cite pas toutes. J'aurais pu parler en fait de ce qui nous occupe beaucoup en ce moment, c'est effectivement toutes ces problématiques de data, comment on les intègre, comment on les modélise, comment on fait en sorte de s'adapter donc aux enjeux du futur, et on en a beaucoup parlé ce matin. Mais finalement, je me suis dit, tiens, ça serait peut-être intéressant et complémentaire à ce qui a été dit ce matin, de s'intéresser plus aux people et partager avec vous quelques éléments qui nous semblent, nous, passionnants et intéressants pour mieux guider votre activité. Alors, il y a un instant, on parlait de cet assistant vocal qui ne réussissait pas à trouver la pizzeria. En fait, pour ceux d'entre vous qui sont allés récemment à Cannes, il y avait une grande affiche qui a attiré mon attention, dont j'ai pris la photo, qui est ici, qui dit « Remember when creative didn't do data ». Et en fait, ce qui est intéressant, lorsqu'on parle de data, la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, la data intéresse tout le monde, et même les créatifs. Et pour ceux d'entre vous qui sont allés à Cannes aujourd'hui, il y a 10 jours, c'est vrai que le thème central était véritablement la créativité. Et que derrière tout ça, l'origine du processus de création publicitaire, c'est bien la data. Et donc l'enjeu, c'est de faire en sorte de libérer toutes les contraintes qui existent autour de la data et d'en faire quelque chose non seulement d'utile, mais aussi de passionnant pour tout le monde. Et je pense que lorsqu'on écoute toutes les interventions de ce matin, c'est quelque chose de relativement encourageant. Alors, de quoi parle-t-on lorsqu'on parle de ciblage amélioré ? J'aurais pu concentrer mon intervention autour de la data améliorée, mais certains avant moi l'ont fait mieux que moi, notamment Howard, mais on parle naturellement de qualité de la data, et c'est vrai que par rapport à ça, tout ce qui est de l'ordre du recueil contrôlé de ces données, et notamment via les panels, que ce soit les panels qui existent dans ma société, mais ceux aussi de mes concurrents, est un point particulièrement important. Sans bonne data, au départ, il n'y aura pas de bonnes recommandations. On a des enjeux de précision aussi qui sont importants, des enjeux de transparence, et puis enfin, ce qui a été débattu il y a quelques instants, aussi de conformité. Vous le savez, la GDPR arrive et va non seulement changer progressivement les règles du jeu pour pas mal d'opérateurs donc dans le domaine de la communication, mais aussi change énormément l'attitude des citoyens, des consommateurs. Alors, lorsqu'on parle de data, effectivement, c'est le point de départ important. Mais ce qui va faire la différence à la fin, c'est cette capacité d'atteindre, je dirais, l'expertise. L'expertise, c'est quoi ? C'est cette capacité d'interpréter la data et de la rendre utile. Utile à des fins donc, de ciblage publicitaire. Il ne faut pas se tromper. Trop souvent, il m'arrive de voir des clients qui viennent me voir et me disent « mais écoutez, j'ai toute la data à disposition, j'ai tout ». Pas plus tard qu'hier, un client qui est à proximité me parlait effectivement de data overload, de tout ce qu'ils avaient, mais ils n'arrivaient pas effectivement à réfléchir de façon structurée donc, à leur plateforme de marque. Donc c'est là où il ne faut pas se tromper. Cette data, pour qu'elle soit intelligente, il faut qu'elle soit donc interprétée. Et donc, d'où l'importance d'éléments de contextualisation. Alors cet homme, certains d'entre vous l'auront reconnu, peut-être. Il ressemble étrangement à Anthony Perkins, ou si on tirait un peu le trait,
à David Bowie. C'est un rebelle qui, à chaque conférence, aux États-Unis ou en Europe, parle des économies que sa société fait sur son budget média. Et à chaque fois, le chiffre emblématique qui revient, c'est 200 millions de dollars. Vous l'avez reconnu, c'est Mark Pritchard, c'est le directeur marketing monde, le CMO monde de P&G. Et la dernière fois qu'il est apparu en France, notamment à Cannes, la salle était pleine. On se demandait même si c'était une rockstar. Voilà. Mais fondamentalement, ce que Mark Pritchard raconte, sous un ton parfois un peu rebelle, c'est de dire, mais aujourd'hui, effectivement, il faut faire attention, parce que la technologie, elle doit fondamentalement être bonne pour le consommateur. Nous devons être capables de ne pas l'abreuver de publicité, mais en permanence d'être soucieux de lui offrir la meilleure offre au meilleur moment. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, l'explosion des capacités technologiques, l'explosion de la data, peut-être, effectivement, a créé une forme de résistance chez les annonceurs, et je suis sûr que beaucoup d'entre vous dans la salle le confirmeront. Et donc, par rapport à ça, effectivement, challenge donc la façon dont ce ciblage donc, est construit, pensé et mis en action. Alors, tout à l'heure, il y avait un film, je ne me souviens plus du nom de la personne qui en parlait, mais qui effectivement disait, mais lorsqu'on fait un ciblage de façon assez traditionnelle, donc le ciblage socio-démographique classique, il ne s'agit pas de le jeter à la poubelle. Toutes les règles qui ont présidé historiquement à la création des CSP, des classes d'âge, des classes socio-professionnelles, etc., n'ont pas été réalisées comme ça sur une intuition. C'est le fruit de travaux sociologiques. Mais par contre, on se rend compte dans les différentes études que nous réalisons, et notamment chez World Panel, que finalement, globalement, sur toutes les catégories qu'on a étudiées, il y avait environ 60% des acheteurs qui étaient en dehors de la cible CSP qui était adressée initialement. Donc ça nous dit que le ciblage sociodémographique ne suffit pas pour expliquer les comportements d'achat. C'est important de l'avoir, mais ça ne suffit pas. L'autre chose, et je pense que vous l'avez mentionné donc, précédemment, une conviction que nous partageons avec nos clients, c'est que communiquer dans un contexte engageant est un levier d'efficacité. Et que de ce point de vue-là, si je reprends à gauche une des mentions donc, dans l'interview de Mark Pritchard dans Les Échos il y a 3 semaines, il nous explique finalement qu'une partie de sa publicité était investie en pure perte et qu'ils allaient probablement réorienter une partie significative de ces investissements vers la télévision et vers la presse plus classique. Pourquoi ? Parce que ce qu'on sait, c'est que la qualité éditoriale, que ce soit à la télévision ou dans la presse, contribue énormément, fortement, donc à l'efficacité publicitaire. Et il y a quelques années, il y a 3 ans, on avait fait un exercice pour TF1, notamment pour mesurer le lien entre l'engagement dans les programmes télévisés et puis l'impact sur les ventes. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de la démonstration, mais on avait vu qu'il y avait un uplift très important en fonction donc, de l'amélioration du degré d'engagement dans les programmes. C'est important, parce que ça, aujourd'hui, une partie des opérateurs digitaux ne l'ont pas encore compris. Pas tous, puisqu'on voit, on va en reparler, il y a du digital de qualité, mais tout le digital, effectivement, qui a été fait un peu à la va-vite, ne contribue pas à l'efficacité. Alors, comment fait-on pour passer d'un ciblage socio-démo à un ciblage amélioré ? C'est aussi une façon de coller plus profondément donc, à ce qui se passe dans la société, à la fragmentation de la société de la consommation. Aujourd'hui, dans toutes les études que nous réalisons pour nos clients, et pas uniquement dans le domaine des médias, on s'aperçoit que cette fragmentation nécessite d'inventer de nouveaux critères. Et qu'on a parlé tout à l'heure pas mal de TGI, les GRP lifestyle, comme je les ai appelés.
qui est un outil tout à fait utile, et puis aussi donc les GRP QA qui sont importants. L'autre chose qui est fondamentale aujourd'hui, lorsqu'on pense aux consommateurs, lorsqu'on pense aux clients, c'est que progressivement, ils vont rentrer dans une dynamique d'écologie de leur intention. Mon attention en tant que citoyen, consommateur, client, je ne la donnerai que si effectivement j'ai un retour. Et pourquoi? Tout simplement parce qu'on le voit sur les deux exemples en dessous, il y en a un à gauche qui vient de France, l'autre qui est des États-Unis, c'est que le nombre de marques actives en publicité continue d'augmenter. Hein. Là, c'était entre 2012 et 2016 en France, elles ont augmenté de 38%. Hein, alors que dans nos études Brandzy réalisées par Kantar World Brown, on voit que la notoriété totale des marques, elle évolue plus lentement. Voilà. Du côté, là c'est un exemple aux États-Unis, on voit que le temps moyen d'exposition aux principaux médias continue effectivement d'augmenter, hein, de 10h15 à 12h, hein, mais qu'en parallèle, les occurrences publicitaires aux États-Unis donc, avaient augmenté donc, de 120%. Donc une différence de 7 fois plus importante. Donc c'est vrai que ça, c'est quelque chose que vous devez avoir en tête lorsque vous ciblez. Alors on en a parlé tout à l'heure dans le débat, des travaux que nous menons en R&D conjointement, donc, notamment donc, avec TF1, on s'est aperçu qu'effectivement que le comportement d'achat mesuré était une source primordiale de ce ciblage amélioré. Parce qu'effectivement, il y avait un meilleur fit avec les problématiques marketing de nos clients. On s'est rendu compte aussi qu'il y avait des différences au sein de cibles HSP, des différences importantes de consommation média. Mais surtout, ce qui est important et ce qui fait l'objet de travaux complémentaires, c'est que dans les premiers tests qu'on a pu réaliser, on s'est aperçu qu'on pouvait tabler sur un incrémental de 5% des ventes, simplement donc en améliorant le ciblage. Alors le ciblage n'est pas simplement la seule chose qui compte, bien sûr, la création publicitaire, la stratégie et l'orchestration média, mais c'est quelque chose qui est fondamental. Je voudrais finir mon topo en vous disant, mais finalement, il y a aussi des choses qui sont en mouvement dans la société, qui vont impacter non seulement votre business, mais aussi la façon dont il faut réfléchir au ciblage. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est clair, c'est que l'enracinement du digital dans nos vies quotidiennes, à tous en tant qu'individus, mais aussi à tous en tant que professionnels, modifie fondamentalement nos comportements et modifie surtout les exigences qu'on va avoir par rapport aux marques, par rapport aux opérateurs. Je ne vais pas refaire en une minute donc, l'histoire du digital, mais c'est vrai qu'on est passé en quelques années d'un Eldorado, d'une vraie disruption, aujourd'hui, effectivement, non seulement des formes de résistance qui apparaissent, mais aussi des nécessités de réinvention. Et c'est vrai que ce qu'on voit dans toutes nos études, qu'elles soient politiques, de consommation, médias, on voit effectivement des émergences de nouveaux écosystèmes et puis des redistributions de pouvoir qui sont à l'œuvre. Et pas plus tard qu'il y a 1 an et demi, dans le domaine plus largement politique, on l'a vu arriver avec l'élection de notre président. Une chose qui était assez peu attendue aussi de la part de nos clients, c'était de dire que le digital, l'explosion du digital, finalement, accélérait la baisse de la consommation ou de l'hyperconsommation. Sonnait la fin de l'hyperconsommation. Pourquoi? On s'est rendu compte aussi, et ça c'est mes camarades de World Panel, que la fragmentation des achats s'était accélérée sous le poids du digital. Autrement dit, on n'allait plus chez Carrefour ou Leclerc le samedi pour remplir son caddie, mais qu'on travaillait à acheter de façon complètement différente. C'est une modification, mais qui est colossale pour la distribution, colossale également pour les annonceurs. Mais plus fondamentalement, ce que ça change aussi chez le consommateur, chez le client, c'est l'émergence, et on en a parlé dans une des présentations précédentes, de nouvelles attentes en termes d'authenticité et d'éthique. Ce qui est incroyable, c'est qu'on voit aujourd'hui, dans nos études de consommation, que les catégories qui augmentent le plus fortement,
sont les catégories qui sont très liées à ce mouvement proche du local, proche de l'authenticité. Hein, je prends l'exemple du bio, mais aussi du végétal. Et ça, pour tous nos annonceurs historiques, c'est un véritable enjeu. Dernier point, on n'est pas, lorsqu'on parle de rébellion, on n'est pas, avec le digital, on n'est pas aujourd'hui dans un refus radical. Bien sûr, les Français nous disent, pour la majorité d'entre eux, qu'ils sont préoccupés par en fait, toutes les données qui existent dans vos banques de données, dans vos bases de données, où qu'elles soient. Mais en même temps, plus d'un quart d'entre eux nous disent mais finalement, moi, je suis prêt, effectivement, à donner ces données à condition qu'elles soient utilisées de façon éthique, ça c'est la moindre des choses, mais aussi qu'elles contribuent effectivement donc au fait que je puisse choisir de façon plus aisée. Et donc, il n'y a pas de vision noire de l'environnement. Mais par contre, lorsqu'on on réfléchit au ciblage, il faut aussi que vous soyez prêts à un échange équitable avec vos cibles. Voilà, et pour finir, j'ai essayé de me projeter dans ce que pourrait être demain. Et il y a un modèle sur lequel on réfléchit dans une de nos sociétés, Kantar Consulting, sur dire, mais finalement, demain, ce qui va caractériser la façon dont on interagit avec ses consommateurs, ses clients, les citoyens, pourrait être simplifié autour de 3 concepts qu'on a appelés ERA. Un concept d'expérience, de relation et d'algorithme. Et que c'est autour de ces 3 choses, en fait, qui sont quelque part des représentatifs de sources de valeur. Par expérience, on sait que tout ce qui va favoriser donc, la création d'émotions, et on le voit dans beaucoup de publicités digitales, est quelque chose qui est très efficace. Relation, on voit également, il y a des exemples très nombreux de nombreuses marques qui créent effectivement sur le long terme donc, des relations avec leurs consommateurs sous la forme de communautés. Et là aussi, c'est une opportunité de ciblage. Et puis algorithme, alors il y a une faute d'orthographe, mais j'aime bien aussi le rythme. Si on revient à mon point sur la fragmentation, l'écologie de l'attention, les consommateurs, les citoyens, les clients vont attendre de plus en plus aussi que l'utilisation d'algorithmes sur lesquels ils ne sont finalement pas si opposés que ça, contribuent à leur écologie de l'achat. Donc, si j'avais 3 mots pour conclure ce topo, c'est 1, il faut que vous puissiez engager donc, vos cibles de façon plus pertinente, parce qu'on sait que tous les touchpoints n'engagent pas de la même manière, et que l'engagement sur lequel l'industrie va continuer de travailler est un point d'ancrage fondamental du ciblage. Le deuxième point, c'est augmenter et aller plus souvent, tester plus souvent, et je parle plus aux agences médias, au-delà du ciblage socio-démo. Pas plus tard qu'avant-hier, un de mes grands clients, une des grandes multinationales, me disait « mais finalement, on utilise TGI depuis des années, qui est un outil extraordinaire, mais finalement, notre ciblage est fait de façon très classique. » C'est dommage. Donc ça challenge effectivement les silos, les conventions, la façon de travailler dans les entreprises. Et puis, ne perdez jamais de vue, anticipez ce qui se passera dans le futur. Parce qu'on va parler beaucoup d'intelligence artificielle, des possibilités que ça va offrir, mais je pense fondamentalement que les individus aussi, nous tous, nous allons effectivement être des machines apprenantes dans ce nouveau contexte. Voilà, je vous remercie.